C'était un jeudi soir. Froid calme ordinaire jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Laura est entrée dans la cuisine en jetant son sac à main de manière dramatique sur le comptoir en marbre. Le genre de geste que quelqu'un fait quand il sait qu'il va lâcher une bombe et veut que le son résonne. Ses talons claquaient sur le carrelage comme un lent roulement de tambour parfaitement synchronisé. J'étais déjà là, à moitié appuyé contre l'îlot, les bras croisés, le cœur battant. L'air était tendu comme si même le réfrigérateur retenait son souffle. « Tu es encore en retard ?» dis-je d'une voix plate et contrôlée. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste pris une bouteille d'eau gazeuse dans le réfrigérateur et a dévissé le bouchon comme si ça l'ennuyait. « J'ai pris un verre avec l'équipe », répondit-elle froidement, puis but une longue gorgée. Son rouge à lèvres laissa une empreinte cramoisie sur le bord. « Tu vas surveiller mes pointages maintenant ?» Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas violemment, juste une lente déchirure interne. Je n'ai pas pu la recoudre. « Tu crois que je ne remarque pas ?» Ma voix s'est à peine élevée, mais elle avait plus de poids qu'un cri. Les nuits tardives, le téléphone silencieux, les excuses qui deviennent de plus en plus paresseuses. Laura m'a enfin regardé. M'a vraiment regardé. Et puis, elle a souri. « Ma vie, mes règles ?» a-t-elle dit, chaque mot dégoulinant d'une indifférence étudiée. « Tu veux un rapport, Ethan? Peut-être un traceur GPS ?» J'ai fait un pas en avant, le souffle court. Juste la vérité serait bien. Elle a haussé les épaules. La vérité est surfaite. Puis elle s'est détournée d'un coup et a commencé à déboutonner son manteau. Pas une once de culpabilité. Pas une once de doute. Le sac à main était toujours entre nous, sur le comptoir froid, comme un témoin silencieux. J'ai regardé son dos alors qu'elle sortait de la pièce. La tension dans l'air crépitait, comme de l'électricité statique. Ses talons résonnèrent dans le couloir. Et à chaque clic, je sentais quelque chose en moi se resserrer. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas élevé la voix parce que je savais. Je savais enfin. Ce n'était pas un lapsus. C'était une déclaration. Je suis resté là longtemps après qu'elle ait disparu dans le couloir, écoutant simplement le silence engloutir l'espace qu'elle avait laissé derrière elle. C'était la même cuisine où nous partagions des cafés matinaux et de stupides petites blagues privées. Le même comptoir où elle avait pleuré de rire une fois à cause d'un smoothie renversé. Je me souvenais de tout de notre vie commune. Comment je l'avais construite de mes propres mains et avec un cœur prudent. Je suis ingénieur de projet de profession. 42 ans. J'aime les choses mesurées, prévisibles. Je répare des choses pour gagner ma vie. Mais que faites-vous quand les dégâts ne sont pas dans les tuyaux ou les poutres, mais dans quelque chose d'invisible, quelque chose comme la confiance? Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres à la périphérie de Portland. Une rue calme des chaînes des voisins qui saluent. Je conduisais une Camry argentée. Je regardais les matchs des Seahawks avec mon meilleur ami Nate un dimanche sur 2. Mon monde n'était pas glamour, mais il était solide jusqu'à ce soir. Parce que ce soir, tout s'est fissuré. Je me suis assis sur le tabouret de bar et j'ai fixé le comptoir en granit, les mains serrées, comme si je pouvais arrêter le moment. Mais je ne le pouvais pas. Le silence qui a suivi son départ n'était pas paisible. Il était acide. Il n'a pas seulement rempli la pièce. Il m'a rempli. Pouvez-vous imaginer voir la personne avec qui vous avez construit votre vie ignorer votre douleur, comme si c'était un bruit de fond? Je savais une chose, cette phrase. Ma vie, mes règles, me hanterait. Mais elle me guiderait aussi, car à partir de ce moment, j'en avais fini de jouer selon ces règles. Et si vous pensez que cette nuit a été la pire, attendez d'entendre ce qui s'est passé le lendemain matin. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores comme si rien n'avait changé. Comme si la nuit précédente n'avait pas brisé quelque chose de crucial. Mais je le sentais dans mes os. Le changement, le glissement subtil et irréversible vers quelque chose de creux. Laura se déplaçait dans la cuisine dans sa robe de chambre, en soie, fredonnant faiblement, en versant du café, comme si elle répétait une scène où rien ne s'était mal passé. Pas de dispute, pas de vérité exposée. Pas de mots acérés laissés en suspens dans l'air. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Elle a fait glisser une tasse vers moi, sans me regarder dans les yeux. Ses ongles étaient ratés fraîchement faits. J'ai remarqué des choses ridicules comme ça. Le rose stand correspondait à l'étui de son téléphone. Tout en elle était poli, intentionnel, soigné. Nous nous sommes assis en silence. 2 personnes dans la même pièce, occupant le même air, mais à des kilomètres l'une de l'autre. Je n'ai pas bu le café. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis parti sans un mot. Sa voix m'a suivi. Brillante fausse. « Bonne journée ?» C'est tombé comme une gifle. Je n'ai pas répondu. J'ai passé la majeure partie de la journée chez Nate. Il est mon ami depuis l'université. Un type de la climatisation avec un garage en désordre et un canapé libre.
Le genre d'ami qui ne pose pas 1 million de questions, qui vous tend juste une bière et laisse de la place au silence. Je me suis écrasé sur ce canapé, fixant son plafond, comptant les bosses dans le placo-plâtre, comme si elle pouvait expliquer où ma vie avait déraillé. Elle a triché, a-t-il finalement demandé. J'ai hoché la tête une fois, sans élaborer. Tu veux que je raye la voiture de quelqu'un ? J'ai laissé échapper un rire amer. C'était le premier son que j'avais fait depuis des heures. Il m'a offert une couverture et a laissé tomber. C'est pourquoi je lui fais confiance. Certaines trahisons n'ont pas besoin d'être racontées en détail. Elles ont juste besoin d'espace pour se déposer comme des cendres après un incendie. Quand je suis rentré chez moi, il était plus de 22 heures. La maison était sombre. Laura était recroquevillée sur le canapé, feuilletant un magazine qu'elle ne lisait manifestement pas. « Salut !» dit-elle, comme si nous étions normaux, comme si elle essayait le mot pour voir. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement à la chambre d'amis et j'ai fermé la porte derrière moi. C'était la première fois que je le faisais. Dormir séparément, mais ce ne serait pas la dernière. Allongé là, j'ai de nouveau fixé le plafond, mais ce n'était plus celui de Nate. C'était le mien, ma propre maison. Et pourtant je me sentais comme un visiteur, un fantôme hantant sa propre vie. Les draps sentèrent la lessive et la distance. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé. Les jours suivants ont suivi le même rythme. Laura faisant semblant moi, me détachant. Elle envoyait des textos du genre « N'oublie pas le pressing » ou « On n'a plus de lait d'avoine ». Comme si la logistique pouvait combler le fossé grandissant entre nous. Je n'ai jamais répondu. Pouvez-vous imaginer vivre comme ça ? Partager un toit, une hypothèque, un passé, mais pas un présent. Elle a continué le spectacle préparant le dîner certains soirs, s'habillant pour personne en particulier, laissant l'odeur de parfum cher dans les pièces où je n'entrais plus. Il y avait une qualité de performance à cela, comme si elle pensait que si elle touchait toutes les bonnes notes, j'applaudirais. Mais la vérité, c'est que je n'étais plus en colère. J'étais vide. J'avais traversé le feu. Maintenant, je n'étais que de la fumée. J'ai commencé à dormir plus souvent chez Nate. Je me suis dit que c'était temporaire. Je leur ai dit que je mettais les choses au clair. Mais au fond, je pense que j'étais déjà parti. Pas physiquement, pas encore, mais de toutes les manières qui comptaient. Laura n'a jamais demandé où j'allais, n'a jamais mentionné les nuits où je ne rentrais pas. C'était comme si elle avait complètement supprimé cette couche de la relation. Aucune curiosité, aucune confrontation, juste une acceptation silencieuse. Et c'était la pire partie parce que le silence, quand il vient de quelqu'un qui a autrefois prétendu vous aimer, ne ressemble pas à la paix. Il ressemble à une reddition. Et je n'étais pas prêt à me rendre. Je décidais encore de reconstruire ou de tout brûler. Mais alors est arrivée la nuit où elle m'a dit toute la vérité. Et cela a tout changé. Elle a attendu jusqu'à mardi soir. Je venais de rentrer du travail poussiéreux, épuisé et prêt à disparaître sous une douche et peut-être 10 heures de sommeil. Au lieu de cela, je suis entré et je l'ai trouvée assise sur le bord du canapé, les chevilles croisées, comme si elle attendait un client. La télévision était éteinte, les lumières tamisées. Elle avait cette expression aux lèvres pincées qu'elle portait lorsqu'elle était sur le point de gérer quelque chose, comme si ce n'était qu'un autre point sur sa liste entre le pressing et le pilates. « On peut parler ?» demanda-t-elle la voix plate. Je ne répondis pas. Je laissai simplement tomber mes clés dans le bol et restai près du couloir, comme si je pouvais encore m'échapper. « Je vois quelqu'un », dit-elle simplement. « J'ai couché avec mon patron et je veux divorcer. » L'air ne bougea pas. Il m'a fallu 1 seconde pour comprendre les mots, comme s'ils étaient dans une langue que je n'avais pas apprise. Je suis resté là, j'ai cligné des yeux une fois et j'ai laissé le silence envelopper sa déclaration, comme s'il avait besoin d'espace pour respirer. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tressailli. Elle est juste restée assise, calme, comme si elle me donnait le bulletin météo. « Dis quelque chose », ajouta-t-elle après un temps. Mais je ne pouvais pas. Mon esprit avait cessé d'enregistrer. Tout ce que j'entendais, c'était cette seule phrase en boucle comme un disque rayé. « Je veux divorcer. » Aucune émotion, aucun regret, même pas de colère dans son ton. Juste administratif, comme si elle demandait une réinitialisation de mot de passe. J'ai finalement bougé vers l'accoudoir d'un fauteuil, en face d'elle, et je me suis assis lentement, comme si la gravité avait triplé. « Depuis combien de temps ?» demandai-je. La voix était rauque. « Depuis la fin du printemps », dit-elle. Ça a commencé par un verre après le travail. Je n'avais pas prévu que ça arrive, Ethan. Ça avait juste du sens. Du sens. C'est ainsi qu'elle l'a appelé. J'ai regardé le tapis sous mes pieds, beige sans motif comme peut-être notre mariage était devenu. Mais quelque chose dans sa phrase me rongeait, comme si la trahison pouvait être justifiée par la commodité, comme si j'étais un obstacle qu'elle avait simplement contourné. « Et maintenant, tu veux partir ?» dis-je. Elle hocha la tête.
Nous sommes déjà en train de nous séparer au travail. Il déménage dans un autre bureau, mais ça ne change rien. Je veux toujours partir. Ça n'a rien à voir avec lui. Pas vraiment. Cette partie a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Si ce n'était pas à propos de lui, alors qu'avais-je été? Un substitut? J'ai levé les yeux vers elle. J'ai étudié sa posture, la façon dont elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Son visage était illisible, mais ses yeux ne cherchaient même pas les miens. C'était la preuve. Elle avait fini. Tu aurais pu dire ça il y a des mois, dis-je maintenant, stable. Elle haussa les épaules. Peut-être, mais à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais. Et maintenant, tu le sais. Oui, ça. C'était tout. Pas d'excuses, pas de culpabilité, juste une femme qui avait fait un choix et qui n'avait pas l'intention de regarder en arrière. J'ai hoché la tête lentement, non pas parce que j'acceptais, mais parce que j'avais besoin de place pour penser, pour respirer, pour traiter le fait que la personne avec qui j'avais construit ma vie pouvait partir si facilement. Je vais prendre un avocat, dis-je en me levant. Elle cligna des yeux surprise. Peut-être pensait-elle que je la supplierais. Peut-être pensait-elle que je craquerais. Mais je ne l'ai pas fait parce que quelque chose en moi avait déjà commencé à changer au moment où elle a dit son nom sans tressaillir, sans honte. Je suis passé devant elle sans un autre mot. Dans le couloir, dans la chambre, dans la prochaine phase de ma vie que je n'avais pas vu venir. Mais quelque part, sous l'engourdissement, sous l'incrédulité, une étrange nouvelle clarté a commencé à s'installer. Elle voulait partir très bien, mais elle ne partirait pas indemne. Pas cette fois car j'avais peut-être perdu le mariage. Mais je n'allais pas perdre la guerre. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien jeté, ni pleuré, ni demandé pourquoi, à nouveau, au lieu de cela. Le lendemain matin, j'ai acheté un enregistreur vocal à 49 $ dans une quincaillerie à 2 villes de là. Le genre que les entrepreneurs utilisent pour les notes de travail. Il se glissait facilement dans la poche de ma veste. Ce soir-là, quand elle est entrée et a posé son sac à main, comme si c'était un mardi comme un autre, j'étais prêt. Elle n'a pas remarqué que le bouton supplémentaire de ma chemise n'était pas un bouton du tout. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé, elle les jambes repliées, faisant défiler son téléphone. J'ai attendu. Finalement, je me suis raclé la gorge. Alors juste pour que je comprenne tout, depuis combien de temps ça dure encore? Elle n'a pas levé les yeux. Je te l'ai déjà dit, depuis mai. Pourquoi? Pour rien. Je veux juste m'assurer d'avoir les idées claires. Tu veux dire que tu veux des preuves? Murmura-t-elle, les yeux toujours rivés sur son écran. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. J'essayais juste de me retrouver, a-t-elle ajouté. Il m'écoutait. Toi, honnêtement, tu étais ailleurs, depuis des mois. Je me suis penché en arrière, la laissant parler. Je voulais chaque mot sur cet enregistreur. Sa voix, son indifférence, sa justification. Quand elle a finalement levé les yeux, il y avait quelque chose de suffisant dans son regard. Tu n'es pas le premier mari à être quitté, Ethan, a-t-elle dit. Alors arrête de faire comme si c'était une tragédie grecque. Elle s'est levée, a jeté une couverture sur l'accoudoir et est partie. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement avant d'entendre la porte de la chambre se refermer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais pas à cause d'un chagrin d'amour, à cause de la planification. 2 jours plus tard, j'étais assis dans un bureau aux parois de verre, au 39e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, sirotant un expresso dans une tasse qui coûtait probablement plus cher que notre ménagère. En face de moi, se trouvait Tessa Granger, spécialiste du droit de la famille ancienne procureure et l'avocate en divorce la plus pointue de Portland, si l'on en croit les critiques. Elle m'a écouté tranquillement, les yeux alertes, sans prendre de notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé une question. « Vous avez un enregistrement ?» J'ai mis la main dans mon manteau, j'ai sorti l'appareil et je l'ai fait glisser sur la table en marbre. Elle a appuyé sur lecture, n'a pas cligné des yeux, alors que la voix de Laura remplissait la pièce. Tessa l'a laissé tourner 1 minute entière, puis l'a éteint. « Eh bien, a-t-elle dit en tapotant un ongle manucuré contre l'enregistreur, elle vient de vous donner un avantage. » Je me suis redressé. Dans l'Oregon, l'infidélité ne fera pas automatiquement pencher la balance d'un divorce, a-t-elle poursuivi. Mais cela influencera les accords financiers, surtout si l'affaire a eu lieu pendant votre mariage et a affecté les finances communes ou les décisions de propriété. Nous vous positionnerons comme calme, claire et honnête. Elle aura l'air erratique, émotive et pleine de droit. C'était le premier moment où j'ai vraiment expiré. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Il s'agissait de contrôle. Je l'avais perdu cette nuit-là dans la cuisine. Mais ici, dans ce bureau, sous ces lumières, avec des stratégies juridiques tourbillonnant comme des plans de bataille, ici, j'avais mon mot à dire. Quand j'ai quitté son bureau, c'était le crépuscule.
La ville brillait d'un ambre pâle, d'un soleil qui ne restait jamais assez longtemps dans l'Oregon. Je me suis tenu sur le trottoir, respirant les vapeurs de diesel et la clarté. Je n'étais pas l'homme qui l'avait supplié de parler. Je n'étais pas l'homme qui rentrait à la maison dans un silence froid et s'engourdissait dans sa propre cuisine. J'étais quelque chose d'autre maintenant. Pas en colère, pas en deuil préparé. Ce soir-là, je ne suis pas allé chez Nate. Je suis rentré tôt, calme vif, concentré. Laura était dans la cuisine lors d'un appel vidéo parlant doucement à quelqu'un que je ne tenais pas à connaître. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Je suis passé devant elle, j'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et je l'ai regardée droit dans les yeux. Juste pour que tu saches, dis-je tranquillement, tu auras bientôt des nouvelles de mon avocate. Elle cligna des yeux. Une lueur de quelque chose. Peut-être de la surprise, peut-être de la crainte traversa son visage. Je ne suis pas resté pour le lire. Je suis monté à l'étage et pour la première fois depuis qu'elle a lâché cette bombe, j'ai vraiment dormi parce que la guerre avait commencé et que je n'allais pas entrer seul sur ce champ de bataille. La requête a été déposée 3 semaines plus tard. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires dans un appartement en location à court terme en centre-ville. Un espace propre et vide avec vue sur la ville et rien sur les murs. Juste un matelas, une cafetière et le silence paisible d'une manière stérile. Laura, de son côté, est passée en mode performance. Sur les réseaux sociaux, elle était soudainement radieuse. Photos de brunch avec des collègues selfies filtrés, dégustation de vin avec des légendes vagues comme « La guérison n'est pas linéaire, mais j'essaie ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fait défiler. Nate m'a dit ce qu'elle publiait. Je lui ai dit de ne pas le faire. Puis sont venues les histoires stratégiquement divulguées par des amis communs. Ethan a toujours été un peu contrôlant. Elle veut juste être heureuse. Elle se sentait émotionnellement abandonnée. C'était une campagne pas seulement pour la sympathie, mais pour le positionnement. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au tribunal, elle s'est glissée dans le rôle, l'épouse incomprise, la survivante émotionnelle. Son avocate, une femme élégante avec une mallette en cuir verni et un soupir affecté, m'a dépeint comme distant froid, émotionnellement indisponible. Un homme trop concentré sur le travail, l'ordre la routine. Un homme qui a peut-être laissé sa femme seule et vulnérable. Laura s'est tamponné les yeux avec un mouchoir lors des remarques d'ouverture. Je n'ai pas bronché. Mon avocate, Tessa, est restée immobile. Elle avait tout préparé. Des chronologies des dossiers, le fichier audio et surtout ma retenue. Elle m'a dit très tôt, les juges ne statuent pas en faveur de la personne la plus en colère. Ils statuent en faveur de la plus calme. Alors, je suis resté calme. Quand Laura a affirmé que je ne l'avais jamais écoutée, Tessa a produit des SMS, des emails, des entrées de journal, partagé des preuves de 2 ans de thérapie, de couple que j'avais suggérées. Chaque fil s'est démêlé doucement, quand son avocate a laissé entendre que j'aurais pu voir quelqu'un d'autre. Tessa a souri. Aucune allégation de ce type n'a été déposée. Restons dans le dossier. Le juge a jeté un coup d'œil à l'avocate de Laura avec un sourcil levé. Elle s'est agitée sur son siège. C'était un échiquier. Chaque mouvement calculé. Chaque réaction pesée. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas sa performance. C'est à quel point elle était répétée. Comme si elle avait attendu cette scène depuis le début. À l'extérieur du palais de justice, je me suis tenu à l'ombre des marches, regardant Laura passer devant les journalistes. Elle n'avait jamais demandé à être là, mais n'avait aucun problème à se produire pour eux. Elle est passée devant moi sans un regard. Mais son avocate s'est arrêtée, juste assez longtemps, pour me lancer un regard qui tentait de dire « Vous êtes en train de perdre ». Elle avait tort, car il ne s'agissait plus de gagner. Il s'agissait de clarté. Et dans cette salle d'audience dépouillée de masques et de miroirs, j'ai vu quelque chose qui a tout changé. Elle ne se sentait toujours pas désolée. Pas pour l'affaire, pas pour le divorce, pas pour moi. Elle se battait non pas pour me garder, mais pour garder l'histoire. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle ne perdait pas seulement un mari. Elle perdait le contrôle. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, cela ressemblait à de la justice. Ça a commencé avec la salle de sport. Je me suis inscrit à une nouvelle après avoir déménagé. Propre minimaliste niché entre une boulangerie artisanale et un magasin de vélo en centre-ville, un endroit où personne ne connaissait mon nom, et j'aimais ça. 2 semaines plus tard, alors que je terminais une série de développés couchés, je l'ai vue Laura en legging noir, élégant et soutien-gorge de sport fluo, appuyée contre la fontaine à eau comme si elle était chez elle. Elle a salué comme si nous étions de vieux amis. Encore, ce sourire moqueur. J'ai hoché la tête, une fois, j'ai continué. Elle s'est attardée à demander à la réception un abonnement d'essai le lendemain, puis encore le jour d'après. Le personnel la trouvait charmante,
Je savais mieux. Elle essayait d'envahir le seul espace où je me sentais encore en train de me reconstruire selon mes propres termes. Mais je ne lui donnerais pas ce qu'elle voulait, une réaction. Au lieu de ça, j'ai redoublé d'efforts. J'ai engagé un entraîneur, je me suis concentré sur la forme, j'ai peaufiné mon alimentation. Quelque chose dans la douleur et les muscles me semblait plus propre que tout ce à quoi j'avais affaire. Puis sont venues les rumeurs en ligne. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle racontait aux gens que j'étais émotionnellement instable, que je l'avais menacée, que j'avais explosé quand elle avait demandé son indépendance. Tout faux, tout soigneusement planifié. J'ai gardé des captures d'écran, j'ai demandé à des amis de me transférer tout ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas difficile. Lorraine n'a jamais compris les paramètres de confidentialité. J'ai tout envoyé à Tessa. Elle l'a classé sous schéma de comportement hostile. Mais moi, je n'ai pas répondu. J'ai cessé de la suivre sur toutes les plateformes, j'ai supprimé ses contacts, j'ai effacé tous les albums partagés sur mon téléphone. Moins je lui donnais d'oxygène numérique, plus elle se battait pour rester dans mon atmosphère. Mais voilà le truc avec les parasites émotionnels. Ils meurent de faim quand on arrête de les nourrir d'attention. Je n'étais pas froid, j'étais concentré. J'ai commencé à consulter à temps partiel pour une start-up que dirigeait le cousin de Nate. J'ai construit leur système d'exploitation à partir de zéro. J'ai passé les week-ends à faire de la randonnée. Je suis sorti dîner seul sans ressentir le besoin de vérifier mon téléphone. J'ai arrêté de dormir d'un œil. Mon monde n'a pas explosé comme elle le voulait. Il a évolué. Et ce changement, ce calme, cette croissance tranquille, ça l'a plus ébranlé que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Un après-midi à la salle de sport, elle s'est approchée de moi près des tapis d'étirement. « Tu as l'air différent ?» dit-elle nonchalamment en inclinant la tête. « Plus léger. » J'ai rencontré son regard l'expression stable. Je le suis, et je le pensais. Elle a attendu s'attendant à plus. Une question, une ouverture, n'importe quoi. Mais j'ai attrapé ma serviette, j'ai hoché la tête une fois, et je suis parti. Ce n'était pas cruel, c'était honnête. Parce que la guérison ne ressemble pas toujours à de la joie. Parfois, elle ressemble juste à de la paix. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'avais. Il a fallu près de 9 mois. 9 mois de dépôt de requêtes de médiation et de regards au tribunal qui ressemblaient à des tirs de sniper. 9 mois où Laura a alterné entre un charme performatif et un détachement glacial selon qui regardait. Mais l'audience finale a eu lieu un jeudi. Ciel gris légère bruine, Portland à son plus poétique. Je portais un costume anthracite, pas de cravate rasée de près. Je ne me suis pas habillé pour impressionner. Je me suis habillé comme si je connaissais déjà l'issue. Laura est arrivée avec 5 minutes de retard, les cheveux relevés de cette manière soignée et sans effort qu'elle réservait autrefois aux anniversaires. Elle s'est assise à 2 chaises de moi, feuilletant ses notes comme s'il s'agissait d'une réunion de travail dont elle s'était déjà mentalement désintéressée. Son avocate a jeté un coup d'œil, une fois, a offert un hochement de tête serré à la mienne. L'air était chargé d'électricité statique avant une tempête. Le juge a demandé si nous avions des commentaires finaux. Laura s'est levée, seulement que j'espère que cela pourra se terminer à l'amiable, a-t-elle dit doucement, et que nous trouverons tous les deux le bonheur séparément. Puis se tournant légèrement vers moi, elle a ajouté avec un léger sourire narquois. Il était plus attirant avant, et je l'ai aimé. C'était chirurgical, juste assez tranchant pour faire couler le sang, juste assez vague pour paraître inoffensif. Tout le monde dans la pièce m'a regardé. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas souri narquoisement, je n'ai pas bronché, je suis juste resté assis, une pierre parmi les roseaux. Mon avocate n'a même pas levé les yeux. La juge s'est raclé la gorge, puis a lu les termes. Division des biens, attribution de la voiture. La tentative infructueuse de Laura d'obtenir une pension alimentaire, la garde de notre chien, adopté conjointement, il est à moi maintenant. Elle a terminé par quelque chose que je n'oublierai jamais. Compte tenu des preuves soumises concernant l'infidélité et l'absence de contribution financière de Madame Brière pendant la seconde moitié du mariage, le tribunal accorde à Monsieur Brière les termes demandés dans leur intégralité. Pas de feu d'artifice, juste du papier, un marteau, une signature. Mais à l'intérieur, c'était le tonnerre. Je me suis levé, j'ai redressé mon manteau, je suis passé devant Laura sans m'arrêter. Elle n'a pas souri cette fois. À l'extérieur du palais de justice, le ciel pleurait toujours. Une légère pluie parsemant mes épaules, mais je n'ai pas relevé ma capuche. Je suis juste resté là, à la respirer. La victoire ne rugit pas toujours. Parfois, elle expire simplement. J'ai envoyé un SMS à Nate. C'est fait. Il a répondu par un seul mot. Enfin. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas bu, je n'ai pas publié.
Je suis rentré chez moi, j'ai nourri le chien, j'ai réchauffé les restes, et je me suis assis près de la fenêtre pendant que la pluie tapotait contre la vitre. Et ce silence, c'était le mien. Parce qu'à la fin, je n'ai pas crié. Je n'ai pas détruit. J'ai enduré. Et pour quelqu'un comme Laura, c'est la seule chose qu'elle ne pourrait jamais utiliser comme une arme. J'avais trouvé quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher. Ma propre paix. 3 étés ont passé comme des vagues. Je n'ai pas cherché la guérison. Je l'ai vécue. J'ai transformé mon entreprise d'un travail d'appoint en une véritable opération. J'ai participé à quelques tables rondes, j'ai couru un semi-marathon, j'ai fait des excursions de week-end avec des amis qui ne me demandèrent pas de mon passé à moins que je ne l'aborde. Je n'avais pas besoin d'effacer ce qui s'était passé. Je n'ai tout simplement pas laissé cela me définir. Alors quand Nate m'a invité à une fête sur la plage, sur la côte, la cousine de sa femme se mariait une foule décontractée, de la bonne nourriture, j'ai dit oui, sans hésiter. L'air sentait le sel de mer et le bois de chauffage. Quelqu'un grattait une guitare près des dunes. Des enfants jouaient au volley-ball. Je portais une chemise en lin bleu marine, retroussée à mi-bras, et une confiance tranquille que je n'avais pas eue depuis des années. C'est à ce moment-là que je l'ai vue Laura. Elle se tenait près du bar, un gobelet en plastique à la main, les cheveux plus courts que dans mes souvenirs. Plus foncés aussi. Son visage semblait plus mince, pas d'une manière flatteuse, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des mois. Elle m'a repéré avant que je ne puisse détourner le regard. Sa réaction a été instantanée, un choc visible, comme si son corps avait enregistré ma vue avant son cerveau. J'ai hoché la tête, une fois poli, neutre, puis je suis retourné à la conversation que j'avais avec quelqu'un sur le paddleboard. Mais elle n'en avait pas fini. 10 minutes plus tard, elle s'est approchée. J'ai vu son ombre s'étirer à côté de la mienne sur le sable avant de me tourner pour la regarder dans les yeux. « Ethan » a-t-elle demandé, comme si elle avait besoin d'une confirmation. J'ai offert un demi-sourire. « Salut !» Elle a regardé autour d'elle comme si la plage était trop lumineuse, trop bondée. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu sois ici. » Elle a déplacé son poids, a jeté un coup d'œil à ma boisson. « Tu as l'air différent. » « Je le suis. » Elle a eu un petit rire essoufflé, presque embarrassé. « Ouais, je suppose que nous le sommes tous les deux, mais nous ne l'étions pas. J'avais changé. » Elle s'était effondrée. Il y a eu une pause. Je ne l'ai pas remplie. « Alors ?» dit-elle prudemment. « Tu vis par ici maintenant. »« Pas vraiment. Je suis juste de passage. Je me suis installée par ici, » dit-elle en faisant un geste vague vers l'intérieur des terres. « Les choses ont changé après. » Eh bien, après tout. J'ai hoché la tête. Elles le font, généralement. Ses yeux ont scruté mon visage comme si elle cherchait quelque chose de familier, une trace de l'homme qu'elle connaissait. Mais je ne lui offrais pas de nostalgie. Elle a réessayé. « Tu es toujours avec cette avocate ? Comment s'appelait-elle, Tessa ?» J'ai souri. C'était juste mon avocate Laura. « Oh !» dit-elle rapidement. « D'accord, j'ai juste supposé. »« Tu l'as toujours fait, dis-je doucement. » Ça a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Elle a passé une mèche de cheveux derrière son oreille, a baissé les yeux vers le sable. « Écoute, Les choses ne se sont pas vraiment passées comme je le pensais. » J'ai laissé le silence s'étirer. Elle a continué. « Il est parti. » Mon patron a dit qu'il était transféré, mais j'ai découvert qu'il voyait déjà quelqu'un d'autre. Puis le cabinet m'a licencié après quelques plaintes internes. Ça a été dur. J'ai hoché la tête. Pas cruel, juste silencieux. « Je suppose que je pensais que j'aurais plus de choses réglées maintenant, » a-t-elle ajouté. La vie est parfois comme ça, dis-je. Elle a levé les yeux un peu trop brillants. Tu as l'air heureux. Je le suis, et c'était vrai. Pas de rage, pas de picotement, pas de mal au ventre, juste un espace clair et calme où elle vivait autrefois dans mon esprit. Elle a souri crispée, puis a baissé le regard. C'est bon de te revoir. Ouais, répondis-je. Prends soin de toi. Elle s'est éloignée lentement, ses pas plus légers qu'à son approche, mais pas plus libre, juste plus fin, comme quelqu'un qui s'efface lentement d'un rôle qu'il ne sait plus jouer. J'ai regardé sa silhouette disparaître vers le parking. Puis je me suis retourné vers le feu de camp et j'ai rejoint le groupe. Quelqu'un m'a tendu une guimauve grillée. Quelqu'un d'autre m'a passé une guitare. Une brise a soufflé de l'océan chaude et large et indulgente. Laura faisait partie de mon passé, mais moi j'étais pleinement dans mon présent. Ça ne s'est pas terminé à la plage. Une semaine après cet après-midi sur la côte, j'ai reçu un message d'un numéro que j'avais supprimé il y a des années. « Je sais que c'est étrange, mais serais-tu ouvert à prendre un café un de ces jours, juste pour discuter ?» Sans pression. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le message pendant 3 bonnes minutes, sirotant mon expresso matinal dans un café du centre-ville, le bourdonnement des lève-tôt autour de moi. Finalement, j'ai répondu « Bien sûr, 1 heure.
Nous nous sommes rencontrés dans un endroit calme près du front de mer, un petit endroit avec des chaises dépareillées et des menus à la craie dessinés à la main. Je suis arrivé en avance. Elle est arrivée avec 5 minutes de retard, comme toujours. Elle portait un pull crème et un jean. Pas de maquillage, pas de masque. « Tu as l'air bien », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Tu as dit ça la dernière fois. » Elle sourit finement, puis baissa les yeux. « Je n'ai tout simplement pas pensé que tu dirais oui. » J'étais curieux. Elle remua son café comme s'il contenait des réponses. « J'ai beaucoup réfléchi aux choses d'Anou. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. »« C'est bizarre, » continua-t-elle. « On passe des années à construire quelque chose avec quelqu'un, et puis soudain, d'un coup, tout a disparu. » J'ai hoché la tête. « Ce n'est pas parti. Ça appartient juste au passé maintenant. » Elle a expiré. « Ouais, tu as toujours eu le don de résumer les choses comme ça. » Nous avons parlé pendant 1 heure principalement de choses superficielles, ses concerts en freelance, l'expansion de ma petite entreprise, comment nous détestions tous les deux toujours le trafic sur la 405. Elle n'a pas abordé l'affaire pas directement, mais elle a dit « Je pensais que je poursuivais la liberté. » Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que la liberté sans signification, c'est juste de la solitude. Je l'ai observée attentivement. Elle ne demandait pas le pardon, elle demandait une connexion. Une 2e rencontre a eu lieu 1 semaine plus tard, puis une 3e. Chaque fois, elle en révélait un peu plus. Son patron l'avait quittée dans les 3 mois. Les ragots du bureau se sont transformés en plaintes aux RH. Les amis sur lesquels elle s'était appuyée ont commencé à s'éloigner, fatigués des drames des justifications. Elle a déménagé sur la côte pour le calme, mais elle a surtout trouvé le silence. « Il est marié maintenant », dit-elle lors de notre 3e café. « Le type pour qui j'ai tout quitté. » Je n'ai pas dit un mot. « Je pensais que j'avais des options », a-t-elle admis. Il s'avère que j'avais juste un ego et un mauvais timing. Elle a ri de ça, mais ça a cassé quelque chose dans sa voix. Pourtant, je n'ai pas offert de réconfort parce que voici la vérité que personne n'aime dire à voix haute. Certaines portes se ferment pour de bon. Après notre 4e rencontre, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Je ne la détestais pas, je ne m'en souciais tout simplement plus. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de l'épuisement émotionnel. Comme si toute l'énergie que j'avais autrefois déversée en elle avait été redirigée vers ma propre vie, ma propre paix. Et maintenant, il ne restait plus rien pour elle, pas même la chaleur du ressentiment. C'était une personne avec qui j'avais autrefois partagé une maison, un lit, un avenir, mais maintenant, elle n'était qu'un chapitre que j'avais déjà écrit. Quelques nuits plus tard, elle m'a envoyé un long message. Un de ces textes émotionnellement embrouillés que vous écrivez tard sans savoir si vous le regretterez le matin. Parfois, je me demande si nous aurions pu retrouver notre chemin l'un vers l'autre si les choses s'étaient à nous passer différemment. Je sais que j'ai brisé ce que nous avions. Je n'attends rien. Je voulais juste dire que je le vois maintenant. Je le vois vraiment. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, par clarté. Parce que lorsque quelqu'un voit enfin les dégâts qu'il a causés, cela ne vous oblige pas à rouvrir la plaie. La clôture n'est pas une porte que vous tenez ouverte pour quelqu'un d'autre. C'est le dernier clic silencieux lorsque vous quittez la pièce pour de bon. C'est un jeudi soir qu'elle a demandé à se revoir. Elle a dit qu'elle avait quelque chose qu'elle voulait me dire depuis un moment. Le texto était vague, adouci d'émojis, une vieille tactique. J'ai failli l'ignorer, mais une partie de moi avait besoin de clore le livre moi-même, alors j'ai accepté une dernière fois. Nous nous sommes retrouvés dans le parking derrière un bar, tranquille, près de l'eau. Elle s'est glissée dans le siège passager de ma voiture, comme elle le faisait il y a des années. Le même parfum, le même regard nerveux. Le ciel extérieur était strié de violet, mais l'air entre nous était tendu. « Tu as été différent ces derniers temps ?» a-t-elle dit. Je suis resté silencieux. Elle a regardé ses mains jointes sur ses genoux. Pas froid, juste distant. C'est parce que je le suis. Elle a expiré un souffle tremblant. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je suppose que j'ai pensé que si nous continuions à nous voir, quelque chose se réveillerait. Peut-être que nous nous souviendrions de qui nous étions. Nous ne sommes plus ces personnes. Je sais, a-t-elle chuchoté. Mais parfois il me manque. Le silence s'est installé un instant. Puis elle a tendu la main des doigts, hésitant, sur mon avant-bras. J'aurais juste aimé ne pas avoir été si négligente avec toi, a-t-elle dit. Tu étais un homme bien, Ethan. Tu l'étais vraiment. Pourtant, je n'ai pas bougé. Elle s'est penchée lentement, presque comme si elle flottait ses lèvres, à quelques centimètres des miennes, mais je ne l'ai pas rencontrée à mi-chemin. J'ai tourné mon visage. Sa bouche a plané, à côté de ma joue immobile. Je me suis reculé juste assez pour que la distance signifie quelque chose. Elle s'est figée, les yeux grands ouverts, le souffle coupé. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement mais fermement. Mais
a-t-elle commencé. Et c'est là que je l'ai dit. Les mots qu'elle avait autrefois prononcés avec un sourire qui coupait plus profondément que n'importe quel couteau. Tu étais plus attirante avant, et je t'aimais. Son visage s'est décomposé. Elle a cligné des yeux rapidement, comme si les mots l'avaient physiquement piqué. Tu ne le penses pas, a-t-elle dit la voix tendue, les yeux vitreux. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas besoin d'expliquer. Ses mains ont légèrement tremblé alors qu'elle cherchait la poignée de la porte. Elle est sortie sans un autre mot, mais à mi-chemin du parking, elle s'est arrêtée, s'est retournée, et puis c'est arrivé. Elle a craqué, pas de drame, pas de rage, juste un sanglot sec, involontaire, les épaules secouées, alors qu'elle se couvrait la bouche, essayant de le retenir. Les gens se sont retournés. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil avec confusion, sympathie peut-être, de la pitié. Je suis resté dans la voiture, observant derrière le pare-brise. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas offert de réconfort, parce que ce moment n'était pas à moi de le réparer. C'était à elle de le vivre de la même manière que j'avais vécu le mien. Il y a 3 ans sur le carrelage de la cuisine, quand elle a jeté son sac à main et a dit « Ma vie, mes règles. Maintenant, c'étaient les miennes. » Elle s'est retournée et a titubé vers sa voiture, a cherché ses clés, est montée, est partie. Je suis resté immobile quelques minutes de plus. J'ai laissé le moteur ronronner sous moi. Et lentement, j'ai réalisé que je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas satisfait. J'en avais fini. Et c'est à ça que ressemble la vraie clôture. Elle ne crie pas. Elle s'arrête simplement. C'était l'un de ces rares jours d'été où Portland oublie de pleuvoir. La plage était animée. Des familles avec des couvertures de pique-nique, des enfants construisant des châteaux de sable, des couples se promenant main dans la main le long du rivage. J'étais là avec quelqu'un. Son nom est Ivy. Nous nous sommes rencontrés par un ami d'un ami. Rien de dramatique, pas de déclaration grandiose, juste une chaleur lente et régulière. Le genre qui grandit tranquillement comme de la mousse sur une pierre. Nous rions facilement, finissions les histoires de l'autre sans le vouloir. C'était le genre de personne qui posait de vraies questions, qui écoutait quand je parlais, qui ne m'a jamais fait sentir que je devais être quelqu'un d'autre que celui que j'étais exactement. Cet après-midi-là, nous avons emporté une glacière, une couverture et une enceinte portable. Nous avons essayé à tour de rôle de faire des ricochets. Elle était nulle à ça et riait à chaque fois qu'une pierre coulait sans rebondir. Je me souviens l'avoir regardée et avoir pensé « Alors c'est ça que l'on ressent quand l'amour n'est pas un champ de bataille. » C'est à ce moment-là que je l'ai vue Laura. Elle se tenait seule, près des dunes, à moitié protégée, par une clôture en bois, tordue, vêtue d'un sweat à capuche trop grand pour elle, les bras étroitement enroulés autour d'elle, comme une armure. Elle n'était pas censée être là. Mais la vie a une façon de faire des cercles au moment exact où vous avez cessé de l'attendre. Elle m'a repéré. Ou peut-être qu'elle nous a repérés. Ses yeux se sont posés sur Ivy, des lunettes de soleil perchées sur sa tête. Un rire s'échappant librement, se brossant le sable des jambes en s'appuyant contre moi. Laura s'est figée. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur d'incrédulité, comme si elle ne s'était pas autorisée à imaginer cette version de ma vie. Comme si elle pensait que je resterais coincé dans cette version de moi-même qu'elle avait laissée derrière elle. Mais me voilà vivant, entier, heureux. Elle n'a pas fait de signe, n'a pas appelé, a juste regardé. Son visage illisible, mais son immobilité en disait assez. J'ai croisé son regard, je n'ai pas souri, je n'ai pas froncé les sourcils, j'ai juste regardé, puis je me suis retourné vers Ivy, qui m'a donné un coup de coude et m'a demandé si je voulais un autre verre. J'ai hoché la tête. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est dirigée vers la glacière. Quand j'ai regardé à nouveau les dunes, Laura était partie. Pas de bruit, pas de scène, juste du vent, là où elle s'était tenue. Mais je savais ce qu'elle ressentait. Je le savais parce que je l'avais vécu. Cette douleur, quand vous réalisez que la chose que vous avez détruite n'est pas morte. Elle a guéri sans vous. Et maintenant, elle est hors de portée. Elle avait regardé dans une vie à laquelle elle avait autrefois accès. Une version de moi qui aurait pu être la leur. Mais elle l'avait échangée. Et ce qui lui restait, ce n'était pas du regret. C'était de la compréhension. Trop tard. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait dans la mer et que le ciel devenait or en fusion, je me tenais pieds nus près du ressac. La main d'Yvette enroulée dans la mienne. J'ai pensé à tout. La cuisine en marbre, le silence, les coffres du tribunal, la salle de sport, les textos, les sanglots, dans un parking, tout. Et je n'ai ressenti aucune haine, aucune fierté, juste une vérité tranquille qui montait dans ma poitrine. La trahison ne se termine pas toujours par la vengeance. Elle se termine parfois par la clarté, et une fois que vous l'avez trouvée, vous ne revenez jamais en arrière. Alors quand Ivy a posé sa tête sur mon épaule et a chuchoté « À quoi tu penses ?»
J'ai simplement souri et dit « À rien qui n'ait plus d'importance. » Parce que c'est ça le truc. Certaines personnes vous apprennent ce qu'est l'amour. D'autres, elles vous apprennent exactement ce que ce n'est pas.